Ok, donc là je suis en direct et ça va pas du tout. Ici. Ok, on est de retour. Petit problème technique a priori avec ma webcam. Donc voilà, on a un autre cadrage, ça permet de plus dans nos... De nous voir bouger. C'est ça, plus voir bouger nos mains. Voilà, donc on était justement, ça tombait bien, on était dans une transition un peu, à voir qu'on avait vu que la première partie, plutôt qu'est-ce que c'est le genre, en quoi ça contribue à la construction de stéréotypes, comment aussi en tant qu'adulte et en tant que système on continue à alimenter ces stéréotypes, et qu'est-ce que ça crée chez les enfants. Et là j'allais te demander justement comment toi tu accompagnes. Tu as parlé au début de ton projet Grandirego, Ouais. et comment tu accompagnes à la fois les structures, ou parfois les parents. Enfin voilà, parler un peu de... En prenant en compte que peu importe où je suis, de toute façon j'ai toujours un endroit où je peux aller voir, parce que je grandis dans ce monde qui est de manière systémique et oppressif plutôt sur le féminin, sur les femmes, et valorise plus les hommes et les garçons et le masculin. Donc toi, comment tu arrives dans une structure avec un parent, c'est quoi tes premiers, comment tu fais? Alors c'est un peu différent avec les pros et les parents. Les parents, je l'ai encore un peu moins développé pour l'instant, mais j'ai eu quelques expériences quand même. Pour les parents, je suis plus sur un modèle un peu groupe de parole, où moi j'amène des billes, de l'eau au moulin, mais où c'est surtout un espace pour les parents de réfléchir à ce qu'ils font par rapport peut-être à ce que j'amène, et échanger entre eux aussi des solutions, des expériences. Donc voilà, moi j'ai plus, pour le coup, pour faire la boucle avec au début sur le consentement, avec les parents, j'ai plus travaillé sur ces questions-là de comment on parle de sexualité avec ses enfants, comment on éduque au consentement, tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est plus sur ce modèle-là. Surtout parce qu'en fait c'est des ateliers où les parents s'inscrivent eux-mêmes, viennent de leur plein gré et donc ont déjà envie de travailler là-dessus et sont déjà sensibles à ça, et donc bien sûr tu peux leur amener des nouvelles infos, des nouvelles prises de conscience, etc., des nouveaux points d'attention, mais ils sont quand même là à la base, c'est que ça les intéresse et qu'ils sont... Donc déjà c'est le potentiel d'ouvrir la parole, d'avoir un espace contenant où tu peux dire ce que tu traverses, entendre d'autres parents, d'autres adultes, être avec d'autres adultes, d'autres parents qui sont aussi parents et qui ont la même démarche que toi, parce que c'est pas forcément quelque chose que tu as dans ton entourage aussi, qui peut soutenir là-dessus. Et avoir aussi des... Moi je suis vraiment dans l'idée que j'ai pas cherché à créer un guide de l'éducation égalitaire et en disant t'es un bon parent ou un bon éducateur, une bonne éducatrice si tu fais ça, il faut faire comme ci, comme ça. Mais plus de poser des questions et d'amener des pistes de réflexion en disant tu pourrais peut-être, si je te dis d'essayer ça, qu'est-ce que ça t'évoque, est-ce que ça te parle ou pas. Et donc voilà, c'est plus des choses comme ça. Avec les pros, quand tu dis pro, juste tu peux recadrer quel type de pro tu accompagnes ou tu vas accompagner. Donc moi de base je m'adresse à tous les professionnels et toutes les professionnelles qui travaillent avec des enfants. Dans les faits, j'ai plus été amenée à travailler avec des structures de la petite enfance et de l'animation jeunesse, donc MJC, centre de loisirs périscolaires. Et donc j'ai fait quelques formations classiques. Mais ce que je fais principalement, c'est de l'accompagnement, où là, j'interviens au niveau de la structure, de préférence avec toute l'équipe. Enfin, c'est une petite partie de l'équipe, mais souvent, je privilégie l'idée d'avoir toute l'équipe. Et donc là, alors parfois, c'est une volonté de l'équipe de travailler cette thématique-là, qui est remontée et qui arrive jusqu'à moi, du coup, pour intervenir. Parfois aussi, c'est une volonté... politique ou décisionnaire, et l'équipe en dessous est pas forcément initiatrice de la démarche. Et parfois aussi, même quand l'équipe est initiatrice de la démarche, il y a des personnes à l'intérieur qui sont plus ou moins sensibles, motivées, etc. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est de leur faire prendre conscience des choses. Et puis moi, je cadre vraiment sur le truc qu'on n'est pas dans quelque chose d'idéologique, on est sur en fait le bien-être des enfants et l'épanouissement des enfants. Et
tu trouves un consensus du coup là-dessus en disant bah, l'objectif de toute façon c'est pour ça. En fait, ça rentre dans votre mission d'éducateur et d'éducatrice parce que vous êtes là pour faire grandir l'enfant, lui ouvrir des possibles, des portes, des pistes de réflexion. Ouais. Et ça rentre là-dedans, en fait, cette réflexion sur le genre, qui est de leur permettre d'être authentiquement eux-mêmes sur votre travail sur les émotions. Quand vous allez faire expérimenter le droit d'être triste à des garçons ou le droit d'être en colère à des filles, bon là je stéréotype, il y a souvent des contre-exemples de filles qui n'arrivent pas à être tristes ou des choses comme ça, hein, ça bien sûr. Mais en tout cas, peu importe en fait, même dans le cas où c'est pas dans le sens des stéréotypes, c'est pour l'enfant c'est une liberté. C'est comme si tu avais plus de couleurs disponibles dans ta panel de peinture. C'est une part de soi que tu as tout d'un coup le droit d'exprimer, le droit d'explorer, et donc c'est un épanouissement, une liberté. De dingue. Voilà, moi je cadre vraiment sur ça. Qu'on n'est pas là pour faire du discours politique auprès des enfants. Moi je forme pas à ça, mais je forme en tant que professionnel, comment dans ma posture je laisse les enfants libres. Okay. Voilà, et comment je les traite de façon libère. Et pour faire ça, on passe par de l'observation. Déjà, pour moi, la première étape, c'est d'apprendre à observer. Et je pense que c'est le truc principal. Et ensuite, on réfléchit à des pistes d'action. Et pour donner un exemple, là, j'interviens dans une crèche parentale. Donc, on est avec un petit groupe de professionnels et de parents. Super intéressant aussi de mixer les deux. Une crèche parentale, c'est déjà plutôt engagé en général, j'imagine. Ouais. C'est déjà des personnes engagées là-dessus. Et donc, on s'est lancé donc dans des trucs d'observation sur 3 volets. L'occupation de l'espace. On en a parlé au début. Voilà. Les interactions adulte-enfant, notamment sur les pleurs et sur les chutes, les douleurs et tout. Donc, comment les adultes interviennent vis-à-vis des enfants. Et l'implication des parents dans la crèche. Puisque du coup, dans des crèches parentales, les parents donnent de leur temps. Bien sûr. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que les pères et les mères sont impliqués de la même façon. Appliqués de la même façon. Et donc ça, c'est des pistes qu'elles ont choisies, je dis elles parce que c'est que des femmes dans le groupe, qu'elles ont choisies à travers différentes propositions que j'avais par rapport à ce qui les touchait, ce qui leur paraissait intéressant de regarder, etc. On a monté ensemble les outils d'observation, elles ont mené les observations, et donc un des trucs qui est ressorti, c'est que c'est ce qui a le plus abouti, pour l'instant, c'était sur l'implication des parents. Et donc ce qui ressortait, c'était que tout ce qui était de l'ordre de la charge mentale, c'était quand même beaucoup les mères. Parce qu'il y a un carnet de vaccination, une fiche de vaccination à donner tous les trimestres, je crois. Et donc d'après le sondage, c'était 70% la femme seule qui s'en chargeait. C'était aussi 70% la femme qui avait rempli le questionnaire. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça où on s'est dit ok. Des trucs un peu insidieux qui sont pas très voilà, visibles, des petits trucs comme ça. Et après, ce qu'on a vu, c'est que il y avait à peu près 50-50 sur la participation aux ateliers, donc qui sont un peu ils sont obligés qu'il y ait au moins un parent qui s'inscrive. D'accord. Donc il y avait un tiers, c'était le père, un tiers la mère. Il n'y a pas de famille monoparentale et il y a très peu de familles monoparentales. D'accord. C'est pour ça que je parle vraiment sur un point de vue hétéro, mais c'est la réalité de cette crèche-là. Donc il y a un tiers, c'est l'homme qui le fait, un tiers c'est la femme, les 2 tiers c'est un tiers, c'est le dernier tiers, c'est les 2 qui s'impliquent dans les ateliers. Par contre, quand on regarde dans quel atelier il se... dans le détail, c'est très genré, c'est-à-dire le bricolage, il y a pratiquement que des hommes, l'informatique, il y a pratiquement que des hommes, la communication, voilà, c'est très genré. Et on s'est dit, une des premières actions, en fait, c'est de partager les résultats de cette étude. Il y a d'autres chiffres que je ne détaille pas là, mais de partager ça et juste de dire aux parents, regardez, en fait, voilà, dans notre crèche, l'état un peu de la répartition des tâches entre les femmes et les hommes. Et du coup, se questionner sur comment vous avez choisi votre atelier. Est-ce que peut-être vous aviez une autre envie, mais vous vous êtes dit c'est plus simple si je vais là parce que c'est plus mon domaine de compétences. Voilà, des questions. Et déjà d'observer et de savoir, c'est déjà énorme en fait. Et ça permet la réflexion qui ensuite mène à de l'action.
Donc c'est offrir un miroir sympathique. Ouais. Enfin, en disant c'est mal, mais juste regarde ce qui se passe chez toi, chez vous. C'est ça la réalité. Ça t'a fait une prise de recul sur ok d'accord, je me rends compte qu'il y a ça, qu'est-ce que ça fait, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose ou pas à propos de ça. Ouais, c'est ça. Surtout par rapport au fait qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une société égalitaire parce que la majorité des gens se disent pour l'égalité. Il y a très peu de gens en fait aujourd'hui, c'est des minorités qui se disent contre. Et donc on a cette impression-là, donc avoir les chiffres, ça nous permet de nous dire, ok, c'est pas si égalitaire que ça. Ouais. C'est une nuance, quoi. Et qu'est-ce qu'on choisit d'en faire ou pas par rapport à ça, et voilà. Et après sur les pistes d'action, ce que tu disais sur le vernis à ongles, la force du contre-exemple, elle est énorme. Ouais. Et donc une fois j'accompagne un groupe d'animateurs et d'animatrices en périscolaire, et il y en avait un qui me disait, moi je veux vraiment travailler sur les couleurs parce que je vois qu'ils sont vraiment bloqués sur rose, bleu et tout. Ouais. Et il me dit, mais j'ai pas trop d'idées d'action, mais et juste après il me dit, mais en fait il y en a un qui m'a dit que le rose c'était pour les filles, et du coup je me suis habillée en rose. Le lendemain en fait lui il est venu habillé en rose de la tête aux pieds. C'est ses habits normal, hein, mais normaux, mais voilà. Et il a dit, bah regarde, qu'est-ce que tu penses de ma tenue? Et donc en fait, ils me dit, ah, mais ouais, c'est trop stylé, enfin, tout ta. Et en fait, il m'a dit, et je lui ai dit, mais c'est déjà une action, c'est déjà une super action en fait, c'est un petit truc. C'est une permission, on en parlait au début. Mais c'est donner permission. C'est ça, ça donne permission. Et des fois, il y a des toutes petites actions où un animateur qui va lancer un atelier danse classique, et ben tout d'un coup, parce que c'est un homme qui lance, ça donne un exemple que on peut se le permettre. Et les garçons vont venir plus facilement, et en changeant les termes de comment on présente l'atelier couture par exemple, pour que ce soit moins marqué fille, ça va faire bien des gens. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ouais, ça on a pensé sur comment on présente notre atelier pour justement pour que, parce que parfois, souvent quand on intervient en structure, les enfants ont le choix. Ouais. Donc on s'est demandé plusieurs fois comment présenter notre atelier pour donner à la fois envie aux garçons et aux filles. Quand on s'est rendu compte que c'est déjà, quand on parlait d'émotion, il y avait un truc où les garçons avaient un petit peu moins en général envie. Mais comment intégrer plus de pluralité dans la façon de présenter aussi, d'attractivité. Ouais. Parce que les enfants se basent là-dessus, sur ce qui est pour eux ou pas, par rapport à ce qu'ils intègrent comme ça c'est ok, ça c'est pas ok. Ouais, dans l'idée aussi de montrer l'exemple, en tout cas de donner des permissions. On a aussi testé des ateliers en non-mixité. Ouais. Où moi j'étais avec du coup des garçons et Mine était avec des filles, et c'était sur un centre de loisirs où ils avaient le choix, du coup les garçons et les filles, de participer. Il y avait des ateliers précédemment où ils avaient le choix de participer, c'était en mixte, et en fait au bout du deuxième atelier il n'y avait plus que des filles qui sont venues à l'atelier, et moi je suis venu après pour un atelier non mixte, et ça a permis de bon là ils avaient plus le choix du coup cet atelier de le faire, et ça a permis de les réintégrer finalement dans le processus, de voir aussi que là c'était avec un homme qui se retrouvait que entre garçons, ça leur donnait d'autres permissions peut-être, et pareil pour les filles, d'autres permissions, d'autres façons de prendre la place. Donc parfois peut-être la non-mixité, ça peut être aussi une façon d'aborder ce sujet-là. Complètement. Je pense qu'il ne faut pas se dire que la mixité égale l'égalité. Une mixité hyper stéréotypée n'amène pas à l'égalité. Une non-mixité qui est un outil pour déconstruire les stéréotypes, qui donne un espace pour sortir et pour être plus fort ou plus forte après dans la mixité, c'est un outil de l'égalité aussi. Clairement. Trouver différentes manières, prismes aussi. Super, j'ai encore plus de questions, mais je vois qu'il est déjà minuit moins 5, on s'était donné maximum 1 heure, donc c'est un sujet passionnant, peut-être que je te réinviterai, on te réinvitera, ou je sais pas, on fera quelque chose ensemble. Avec plaisir. Mais en tout cas, ce que je tenais à dire, c'est qu'on va prendre le temps de faire une petite liste, peut-être de références, qu'on mettra en commentaire de la vidéo. Comme ça, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont déjà disponibles et qui permettent de réfléchir, de s'auto-évaluer, comme on dit, le fait du miroir, avec des façons de penser, de voir le sujet. Peut-être juste si tu voulais parler est-ce que tu as des propositions parce qu'on avait parlé des ateliers, est-ce que tu as des propositions pour les parents? Là, dans l'immédiat, non. Okay. Mais c'est toujours un truc que j'ai en tête éventuellement. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent toujours aller sur mon site grandirego.fr. On peut s'inscrire à la newsletter. Je dirais quand j'en ai. Comme ça vous pouvez tenir au courant. C'était un projet pré-Covid et là c'est vrai que j'ai pas eu l'élan de le relancer. Comment on adapte ça?
peut-être. Ouais, donc grandirego.fr, la newsletter, Ouais. si tu veux être Ouais. tenu au courant. Et nous, on a cette page Facebook et on a aussi une newsletter, tu peux t'inscrire en nous écrivant. Et on a un atelier du coup un cycle de 5 ateliers la première semaine des vacances d'avril, là, c'est pour les 6-10 ans. Et on n'aborde pas frontalement la question du genre, mais elle est présente en fait, de fait. Donc, comme on a, C'est le plus dans important. notre façon, voilà, on n'en parle pas directement aux enfants. Après, peut-être que parfois, bon, pas dans cet atelier-là précisément, mais parfois dans notre atelier, on aborde plus frontalement, on leur dit, est-ce que l'émotion, c'est pour les garçons, pour les filles? En tout cas, dans ces ateliers ce cycle de 5 ateliers, ce sera aller voir chaque émotion, le vivre dans le corps. Et forcément, ça fait écho avec des questions de stéréotypes et de genre. Voilà. Merci beaucoup, Noémie, encore Merci une à fois. toi. Et puis, merci à celles qui nous ont suivis. Et à tout bientôt. Ciao.